Après le divorce, mon mari m'a mise à la porte sans rien, en disant « Tu n'as jamais rien accompli par toi-même ». Désespéré, je suis allé à la banque pour utiliser la vieille carte que mon père m'avait laissée. Le directeur de la banque a pâli et a chuchoté « Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous devez voir ça ». J'ai été choqué par ce que j'ai vu sur l'écran. Je suis Stella, 32 ans, et je me tiens dans mon allée avec tout ce que je possède entassé dans une seule valise. Je suis Stella, j'ai 32 ans, et je me tiens dans mon allée, avec tout ce que je possède entassé dans une seule valise. Victor vient de claquer la porte d'entrée si fort que les fenêtres en ont tremblé, ces derniers mots résonnant encore dans ma tête, « Tu n'as jamais rien accompli par toi-même ». Les voisins font semblant de ne pas regarder, cachés derrière leur épée parfaitement taillée. Parce que rien ne dit, mariage réussi, comme votre mari qui vous jette dehors comme les ordures de la veille, n'est-ce pas? D'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur ce bouton « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti complètement impuissante dans votre propre vie. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Les papiers du divorce sont encore chauds à la sortie de l'imprimante. Et mon ex-mari a été très clair, j'ai exactement 30 minutes pour prendre mes affaires et partir. C'est drôle de voir comment un homme, qui ne se souvenait même pas de mettre sa vaisselle dans le lave-vaisselle, est soudainement devenu si efficace lorsqu'il s'est agi de m'effacer de sa vie. J'imagine que certains hommes sont naturellement doués pour se débarrasser des choses. Mais laissez-moi revenir en arrière, et vous raconter comment j'ai atterri ici. Parce que cette histoire ne commence pas avec moi mise à la porte comme un appareil défectueux. Elle commence il y a 3 ans, quand Victor et moi jouions encore à la dinette, en faisant semblant d'avoir un mariage qui valait la peine d'être sauvé. Nous essayions d'avoir un bébé depuis 2 ans. 2 longues années déchirantes de tests de grossesse négatifs, de rendez-vous chez le médecin, et de commentaires de plus en plus désagréables de Victor sur mon corps, qui ne faisait pas ce qu'il était censé faire. Chaque mois apportait une nouvelle déception, et avec elle, de nouvelles munitions pour la bouche cruelle de Victor. Peut-être que tu es juste défectueuse, disait-il après un autre test négatif. Comme si j'étais une voiture qui ne voulait pas démarrer. Ma première petite amie est tombée enceinte par accident. Peut-être que le problème est évident. Oh, quelle ironie. Spoiler pour ceux d'entre vous qui comptent les points à la maison, le problème n'a jamais été évident pour Victor, parce que cela l'aurait obligé à se regarder dans un miroir. Le truc avec la violence émotionnelle, c'est qu'elle ne commence pas par une gifle. Elle commence par de petites entailles dans votre estime de soi. De minuscules coupures de papier qui finissent par vous saigner à blanc. Victor était un artiste avec les mots, et ma confiance en moi était sa toile. Dommage qu'il n'ait jamais compris que les chefs-d'œuvre sont censés être beaux. J'ai fini par en avoir assez d'être son punching ball personnel déguisé en épouse. Il y a 6 mois, j'ai programmé mes propres tests de fertilité dans le dos de Victor. J'avais besoin de connaître la vérité, même s'il refusait de l'affronter. Les résultats sont revenus parfaits. Mon système reproducteur fonctionnait exactement comme il le devait, ce qui signifiait que le problème ne venait pas de moi. Choquant, je sais. Quand j'ai suggéré à Victor de se faire tester aussi, il a explosé. Ce n'est pas moi qui n'arrive pas à tomber enceinte, a-t-il hurlé. N'essaie pas de me faire porter le chapeau parce que tu es brisé. Mais je n'étais pas brisé. Et au fond, il le savait. Les hommes comme Victor connaissent toujours la vérité. Ils préfèrent simplement leur propre version. C'est là que la véritable cruauté a commencé. Victor a commencé à me traiter comme une marchandise défectueuse avec laquelle il était coincé. Il faisait des blagues sur mon câblage défaillant devant nos amis. Il suggérait que j'étais probablement infertile parce que j'étais trop stressée, ou trop négative. Chaque conversation devenait une arme pour me convaincre que j'étais le problème dans notre mariage. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée la semaine dernière, quand j'ai trouvé des brochures de cliniques de fertilité cachées dans le tiroir de son bureau. Pas pour une thérapie de couple ou un traitement conjoint, juste pour lui. Il se faisait tester en secret tout en me blâmant publiquement pour nos problèmes, car apparemment, l'hypocrisie est la deuxième langue de Victor. Quand je l'ai confronté au sujet des brochures, il n'a même pas nié. Au lieu de cela, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'ai besoin de savoir si je perds mon temps avec quelqu'un qui ne pourra jamais me donner ce que je veux. » C'est là que j'ai demandé le divorce. Parce qu'honnêtement, mesdames, quand votre mari commence à parler de vous comme d'un distributeur automatique en panne, il est temps de trouver la sortie. Et cela nous ramène à aujourd'hui, avec moi debout dans cette allée,
sans abri et soi-disant sans valeur. Victor pense qu'il a gagné. Il pense qu'il s'est enfin débarrassé de l'épouse défectueuse qui le retenait loin de sa vie parfaite. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de me libérer. Et croyez-moi, cela va être l'erreur la plus coûteuse de sa vie. La partie la plus difficile, quand votre vie implose, ce ne sont pas les grands moments dramatiques. Ce sont les petites réalités pratiques, comme réaliser que vous n'avez nulle part où dormir ce soir, ou que votre forfait téléphonique était au nom de votre ex-mari et vient d'être coupé. Parce que rien ne dit « je t'aime », comme couper la communication de quelqu'un le jour même où vous détruisez sa vie. Je suis assise dans ma voiture, sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24, essayant de comprendre quelle sera ma prochaine étape. Mon compte en banque contient exactement $312, ce qui pourrait couvrir un motel pour quelques nuits si je ne mange rien d'autre que des nouilles instantanées. Victor s'est assuré de vider notre compte joint avant de me remettre les papiers. Quel homme attentionné. Il pense vraiment à l'avance à mon confort et à mon bien-être. Ma mère est morte quand j'avais 19 ans, et mon père est décédé il y a 5 ans. Pas de frères et sœurs, pas de parents proches qui pourraient m'accueillir. Victor disait toujours que la famille ne faisait que compliquer les choses de toute façon. Maintenant, je me demande s'il m'a isolé exprès, ou si j'ai laissé faire parce que j'étais trop occupé à essayer d'être l'épouse parfaite. Spoiler, il n'y a rien d'assez parfait pour un homme qui est déterminé à trouver des défauts. La serveuse continue de me jeter des coups d'œil à travers la fenêtre. Je sirote la même tasse de café depuis 2 heures, et je ressemble probablement à quelqu'un qui fait une dépression nerveuse, ce qui, soyons honnêtes, est un peu le cas, mais au moins je le fais avec style, non? C'est alors que je me souviens de la carte. Mon père me l'avait donnée lors de ma dernière visite avant sa mort. J'avais 27 ans, j'étais encore optimiste quant à mon mariage, croyant encore Victor quand il disait que nous construisions quelque chose de beau ensemble, parce que j'étais jeune et stupide, et que je pensais qu'aimer signifiait accepter des miettes. Papa m'a prise à part après le dîner et a pressé une carte en plastique dans ma main. « Garde ça en sécurité, Stella », a-t-il dit, ses yeux inhabituellement sérieux. « N'en parle à personne, pas même à Victor. Si jamais la vie devient vraiment dure, si jamais tu as l'impression de n'avoir nulle part où aller, cela pourrait t'aider à te remettre sur pied. » À l'époque, je trouvais ça mignon, mais inutile. Une carte bancaire avec peut-être quelques milliers de dollars, la façon pour un père de s'assurer que sa fille avait un filet de sécurité. Je l'ai fourré dans mon portefeuille et, honnêtement, je l'ai oublié pendant des années. Parce que quand vous êtes occupé à être l'épouse parfaite, vous ne pensez pas à avoir besoin d'un plan d'évasion. Maintenant, je la sors avec des mains tremblantes. C'est une simple carte noire, avec un logo de banque que je ne reconnais pas. Pas de nom dessus, juste des chiffres. Elle a l'air vieille, comme quelque chose d'une autre époque, quand les banques croyaient encore à la confidentialité des clients et quand les pères avaient apparemment plus de clairvoyance que leurs filles sur les hommes qu'elles épousaient. Je n'ai plus rien à perdre et tout à gagner. L'agence la plus proche de la First National Trust n'est qu'à 10 minutes. Ils sont ouverts jusqu'à 18 heures en semaine. Le trajet semble plus long qu'il ne devrait l'être. Mes mains sont moites alors que je serre le volant, et je continue de vérifier le rétroviseur comme si Victor pouvait me suivre, ce qui est ridicule puisqu'il a été très clair sur le fait qu'il ne voulait plus jamais me revoir. C'est drôle comme le rejet pique, même quand il vient de quelqu'un dont vous êtes heureuse d'être débarrassé. La banque est l'un de ces bâtiments à l'ancienne, avec des colonnes en marbre et des installations en laiton. Elle respire la vieille fortune et les affaires sérieuses. Je me sens mal habillé dans mon jean et mon pull emballé à la hâte, mais je pousse quand même les lourdes portes, parce que parfois, il faut feindre la confiance jusqu'à ce qu'on se souvienne de ce que cela fait vraiment. Le hall est presque vide à 16h30 un mardi après-midi. Quelques clients âgés mènent des affaires tranquilles. Une jeune mère essaie de gérer de la paperasse pendant que son tout petit examine le tapis. Des gens normaux vivant des vies normales, probablement aucun d'entre eux n'étant sans abri et désespéré. Ils en ont de la chance. Je m'approche du bureau du service client où une femme dans la cinquantaine m'accueille avec une politesse professionnelle. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'aimerais vérifier le solde de ce compte, dis-je en faisant glisser la carte sur le comptoir en marbre. Ma voix semble plus assurée que je ne le ressens, ce qui est un petit miracle considérant que ma vie s'est effondrée il y a 6 heures. Elle prend la carte et son expression change légèrement alors qu'elle l'examine. C'est l'un de nos comptes historiques, Legacy Account. Laissez-moi aller chercher un directeur pour vous. Un directeur pour une vérification de solde ? Cela semble excessif,
mais hoche la tête et prend place dans l'un des fauteuils en cuir qu'ils ont positionné près des fenêtres. Peut-être que la carte est si vieille que leur système ne peut pas la lire correctement. Ou peut-être qu'elle est complètement sans valeur, et qu'ils essaient de trouver comment me l'annoncer doucement. 5 minutes passent, puis 10. Je commence à me demander s'il y a un problème, quand un grand homme dans un costume coûteux s'approche de moi. Son visage est pâle, presque comme s'il avait vu un fantôme, ou peut-être comme s'il était sur le point d'annoncer une nouvelle qui allait changer la vie de quelqu'un pour toujours. Monsieur, je suis désolé. Quel était votre nom? Stella. Vous étiez la Stella Morrison? Madame Morrison. Je suis David Chen, le directeur de l'agence. Pourriez-vous s'il vous plaît venir avec moi dans mon bureau? Nous devons discuter de votre compte en privé. La façon dont il dit « en privé » me noue l'estomac. Soit cette carte est complètement sans valeur, soit quelque chose ne va vraiment, vraiment pas. Ou peut-être, juste peut-être, que quelque chose est sur le point d'aller vraiment, vraiment bien. Le bureau de David Chen est tout en bois sombre et en cuir, avec des fenêtres donnant sur la rue où ma Honda délabrée est garée entre deux berlines de luxe, comme un sans-abri dans un country club. Il me fait signe de m'asseoir dans le fauteuil en face de son bureau, puis s'installe derrière l'écran de son ordinateur avec les mouvements prudents de quelqu'un manipulant des explosifs. Madame Morrison, commence-t-il, sa voix soigneusement contrôlée. Je dois vérifier votre identité avant de continuer. Avez-vous un permis de conduire ou une autre pièce d'identité? Je lui tends mon permis, observant son visage alors qu'il le compare à quelque chose sur son écran. Ses sourcils se lèvent légèrement, et il tape quelque chose avec des mouvements rapides et précis, comme s'il confirmait quelque chose qu'il n'arrive pas tout à fait à croire. Madame Morrison, dit-il finalement, en tournant son écran pour que je puisse voir. Je pense que vous devez voir ça. Ce que je vois n'a aucun sens au début. Des chiffres. Beaucoup de chiffres. Plus de chiffres que je n'en ai jamais vu au même endroit, surtout attachés à quelque chose portant mon nom. Pendant un instant, je pense qu'il y a eu une sorte d'erreur informatique. Puis je réalise ce que je regarde, et la pièce commence à tourner. 47 322 816 $. Parce qu'apparemment, quand on est obscènement riche, on compte jusqu'au centime. Il doit y avoir une erreur. Cela ne peut pas être exact, murmurai-je à peine plus fort qu'un chuchotement. David Chen s'éclaircit la gorge et ouvre un autre écran. Le compte a été établi à votre nom il y a 23 ans par Robert Morrison. Votre père. Il a fait des dépôts réguliers au fil des années, et les investissements ont exceptionnellement bien performé. Mon père. Mon papa, qui conduisait un pick-up vieux de 15 ans et découpait religieusement les coupons de réduction, a d'une manière ou d'une autre accumulé 47 millions de dollars et a tout mis à mon nom. Pendant ce temps, j'étais occupé à me faire dire que je ne valais rien par un homme qui a probablement moins d'argent sur son compte courant que ce que je dépense apparemment en frais bancaires. Mais comment? Papa travaillait à la quincaillerie. Il vivait dans ce minuscule appartement au-dessus du magasin. Il s'inquiétait toujours pour l'argent. Selon nos dossiers, Monsieur Morrison possédait plusieurs propriétés en ville qu'il louait discrètement. Il a également fait des investissements très intelligents dans des entreprises technologiques dans les années 80 et 90. Apple, Microsoft, Amazon quand elles étaient encore petites. Il vivait modestement mais investissait sagement. Donc, laissez-moi bien comprendre. Pendant que Victor était occupé à me convaincre que j'étais un fardeau financier qui ne contribuait en rien à notre mariage, mon père construisait tranquillement une fortune qui pourrait probablement racheter l'entreprise de Victor 10 fois. L'ironie est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Il y a une note dans le dossier, dit David en cliquant sur un autre document. Il a écrit des instructions selon lesquelles vous ne deviez être informé du compte que si vous veniez personnellement avec la carte, et seulement si vous sembliez être dans un besoin réel. Il voulait s'assurer que vous puissiez construire votre propre vie d'abord, sans compter sur une richesse héritée. Mes yeux se remplissent de larmes alors que je lis la note manuscrite de papa sur l'écran. Ma fille est forte et capable, mais si elle lit ceci, cela signifie que la vie l'a mise à terre et qu'elle a besoin d'aide pour se relever. Cet argent n'est pas fait pour la rendre paresseuse ou privilégiée. Il est fait pour lui donner la liberté d'être elle-même sans compromettre ses valeurs pour survivre. Utilise-le sagement, Stella. Tu mérites une vie où tu n'as pas à te contenter de moins que ce que tu vaux. Oh, papa, chuchotai-je, en pressant ma main sur ma bouche alors que les larmes commencent à couler. Espèce de petit cachotier merveilleux.
Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie entière était sur le point de changer d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà découvert quelque chose qui a complètement changé votre perspective sur tout. David pousse discrètement une boîte de mouchoirs sur son bureau. Le compte a été géré par notre équipe d'investissement selon les instructions de votre père. Très conservateur, croissance régulière. Le solde a presque triplé depuis son décès. Je pense à Victor qui me criait dessus ce matin, me disant que je n'avais jamais rien accompli par moi-même, à ses commentaires cruels sur ma valeur, mon corps, mes supposés échecs, à la façon dont il a vidé notre compte et m'a jeté dehors comme une ordure. Si seulement il savait que l'épouse sans valeur qu'il vient de jeter vaut maintenant plus que ce qu'il gagnera en 10 vies. En fait, oubliez ça. J'espère qu'il ne le découvrira jamais. L'expression sur son visage vaudrait probablement 47 autres millions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, je demande en essuyant mes yeux. Maintenant, vous décidez ce que vous voulez faire. L'argent est à vous. Il a toujours été à vous. Nous pouvons mettre en place de nouveaux comptes, des stratégies d'investissement, tout ce dont vous avez besoin. Ou vous pouvez le laisser ici et simplement accéder à ce dont vous avez besoin pour vos dépenses immédiates. Dépenses immédiates. Comme ne pas être sans abri. Comme engager un avocat spécialisé dans l'art de faire regretter leur choix de vie aux ex-maris horribles. J'ai besoin d'une chambre d'hôtel pour ce soir, dis-je, me sentant irréel en le prononçant. Et probablement d'un bon avocat. David sourit pour la première fois depuis que je suis entré. Je pense que nous pouvons arranger ces deux choses. Voulez-vous que je vous recommande des avocats locaux spécialisés dans les procédures de divorce? En fait, dis-je en pensant au visage suffisant de Victor alors qu'il me mettait à la porte, je veux quelqu'un qui se spécialise dans l'art de faire regretter leur choix de vie aux maris infidèles. Le sourire de David s'élargit. Je sais exactement qui appeler. 2 heures plus tard, je suis assise dans la suite présidentielle du Grand View Hotel, entourée de menus du service d'étage et de documents juridiques. La suite coûte plus cher par nuit que ce que je gagnais en un mois, mais pour l'instant, cela ressemble à l'endroit idéal pour planifier ma nouvelle vie, et peut-être ma vengeance. Non pas que je sois mesquine ou quoi que ce soit. Le cabinet d'avocats de Patricia Andry ressemble à quelque chose sorti d'un film sur des femmes puissantes détruisant leurs ennemis avec de la paperasse et des manucures parfaites. Des murs de verre, de l'art moderne, et une zone de réception qui coûte probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. La réceptionniste me propose de l'eau pétillante italienne et me demande si je préfère la salle de conférence ou le bureau privé de Madame Andry. On ne m'a jamais demandé où je préférais rencontrer un avocat auparavant. Je commence à comprendre comment l'argent change tout, même les conversations simples. Il s'avère que, lorsque vous pouvez réellement payer pour un service premium, les gens vous traitent comme si vous comptiez. Qui l'eût cru? Patricia Andry est exactement ce que j'espérais. Vive, élégante, et rayonne de ce genre de confiance qui suggère qu'elle n'a jamais perdu une affaire qu'elle voulait vraiment gagner. Sa poignée de main est ferme, son sourire est prédateur, et sa première question me l'a fait apprécier immédiatement. À quel point voulez-vous faire regretter à votre ex-mari ses choix de vie? Sur une échelle de 1 à 10. Je m'installe dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Environ 15. Elle rit. Un son qui parvient d'une manière ou d'une autre à être à la fois chaleureux et terrifiant. Je vous aime bien, déjà. David Chen m'a donné les bases, mais je veux tout entendre directement de vous. Commencez par le début et n'omettez aucun détail, surtout les plus moches. Alors, je lui raconte les problèmes de fertilité, la violence émotionnelle, la façon dont Victor a systématiquement érodé ma confiance en moi tout en refusant d'envisager qu'il pourrait être le problème. Je lui parle de la découverte des brochures de la clinique, et de la réalisation qu'il me mentait depuis des mois. Je lui parle du grand final de ce matin, quand il m'a jeté dehors avec rien d'autre qu'une valise. Patricia prend des notes sur un bloc-notes jaune, posant parfois des questions de clarification. Son expression devient plus dangereuse au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Je suis presque sûr qu'elle calcule mentalement combien de façons différentes elle peut utiliser pour détruire légalement la vie de Victor. Avez-vous signé un contrat de mariage? Victor a insisté pour le faire, disant que c'était juste du bon business, et que si je l'aimais vraiment, je ne verrais pas d'inconvénient à signer. Je lève les yeux au ciel, parce que rien ne dit, romance, comme faire signer à sa fiancée l'abandon de ses droits sur les biens matrimoniaux. En avez-vous une copie? Je la sors de mon dossier. L'avocat de Victor l'a rédigée. J'étais trop amoureuse et trop confiante pour prendre ma propre représentation.
Patricia le lit rapidement, ses sourcils se levant à chaque page. C'est incroyablement unilatéral, presque risible. Comprenez-vous ce que vous signez? Victor m'a expliqué que cela nous protégeait tous les deux de manière égale. Je l'ai cru. Je fais une pause. Pour ma défense, j'étais jeune et stupide, et je pensais qu'être une bonne épouse signifiait faire entièrement confiance à son mari. On vit et on apprend, n'est-ce pas, Stella? Ce contrat de mariage dit essentiellement qu'en cas de divorce, vous n'obtenez rien, sauf les objets personnels que vous avez apportés dans le mariage. Pendant ce temps, Victor garde tous les actifs, y compris la maison, les voitures, son entreprise, tout. Je sais. C'est pour ça que je suis parti avec juste mes vêtements. Patricia pose les papiers et se penche en arrière dans sa chaise. Voici le truc avec les contrats de mariage. Ils peuvent être contestés s'ils sont abusifs, ou si l'une des parties n'a pas eu de représentation juridique appropriée ou une divulgation complète des actifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que l'avocat de votre mari lui a rendu un mauvais service en rendant cela si manifestement injuste. Un bon avocat vous aurait donné quelque chose. Il aurait fait en sorte que cela paraisse équitable. Là, cela ressemble juste à de l'exploitation. Elle sort son téléphone et commence à taper. Je vais demander à mon enquêteur d'examiner les finances de Victor. S'il a caché des actifs ou déformé sa valeur quand vous avez signé, nous pouvons faire annuler tout le truc. Même si nous ne pouvons pas, cela n'a pas d'importance maintenant, non? Je veux dire, j'ai mon propre argent. Patricia sourit, ce sourire prédateur à nouveau. Oh, ma chérie. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de justice. Votre mari vous a émotionnellement abusé pendant des années, puis vous a jeté comme une ordure tout en gardant tout ce que vous l'avez aidé à construire pendant votre mariage. La loi a des opinions sur ce genre de comportement. Et soudain, je comprends pourquoi David me l'a recommandé. Patricia Andry ne pratique pas seulement le droit, elle en fait une arme. Le docteur Sarah Martinez a ce genre d'énergie chaleureuse et confiante qui vous fait lui faire confiance immédiatement. Son cabinet ressemble plus à un salon qu'à un établissement médical, avec un éclairage doux et des chaises confortables qui ne vous donnent pas l'impression d'être une patiente. C'est un changement rafraîchissant par rapport au médecin de fertilité que Victor avait choisi, qui me traitait comme un appareil défaillant ayant besoin d'être réparé. Parlez-moi de vos objectifs, dit-elle en s'installant en face de moi avec une tasse de thé. À quoi ressemble votre famille idéale? Cela fait si longtemps que personne ne m'a demandé ce que je voulais que je dois réfléchir un instant. J'ai toujours voulu être mère. Victor et moi avons essayé pendant 2 ans, mais nous avions des problèmes de compatibilité. C'est-à-dire que mes tests de fertilité étaient parfaits, mais qu'il refusait de se faire tester, puis a passé 2 ans à me blâmer pour notre incapacité à concevoir. Je fais une pause. Il s'avère que la seule chose que Victor était capable de produire de manière constante, c'était des excuses. Le docteur Martinez hoche la tête comme si elle avait déjà entendu cette histoire. Malheureusement, c'est plus courant que vous ne le pensez. Certains hommes ont du mal avec l'idée que les problèmes de fertilité pourraient être liés à eux. Eh bien, maintenant ce n'est plus sa décision. Et franchement, je suis reconnaissante de ne jamais avoir eu d'enfant avec lui. Pouvez-vous imaginer être lié à ce niveau de toxicité pour toujours? Tant mieux pour vous. L'indépendance est une excellente base pour prendre des décisions de planification familiale. Maintenant, parlons de vos options. Elle m'explique le processus d'insémination artificielle, la FIV, et la sélection des donneurs, le calendrier, les taux de réussite, les considérations émotionnelles, tout ce que Victor refusait de discuter parce que cela blessait sa fierté d'envisager des alternatives. Le processus peut prendre plusieurs mois, explique le docteur Martinez. Nous devrons effectuer des tests mis à jour, établir vos niveaux hormonaux de base, puis commencer à préparer votre corps pour la procédure. Êtes-vous émotionnellement prête pour ce voyage? Suis-je prête? Je pense à ma suite d'hôtel vide, à ma procédure de divorce, au bouleversement complet de tout ce que je pensais que ma vie serait. Honnêtement, ma vie est un chaos en ce moment, mais j'ai 32 ans. Je suis financièrement stable, et je n'ai jamais été aussi certaine de ce que je veux. Si j'attends les circonstances parfaites, je pourrais attendre pour toujours. C'est la meilleure réponse que je pouvais espérer. Les femmes qui savent ce qu'elles veulent font les meilleures mères. Elles me guident à travers les étapes initiales. Prise de sang, évaluation psychologique, conseil génétique. Nous programmons tout pour les 2 prochaines semaines.
Encore une chose, dit-elle alors que je rassemble mon sac à main. Je vous recommande d'envisager de rejoindre notre groupe de soutien pour les femmes célibataires poursuivant un traitement de fertilité. Il peut être incroyablement utile de se connecter avec d'autres personnes traversant des parcours similaires. Je vais y réfléchir. Le groupe se réunit les jeudis soirs. Très informel, juste des femmes soutenant des femmes à travers un processus qui peut être émotionnellement difficile. Ce soir-là, je décide d'essayer le restaurant de l'hôtel au lieu de me cacher dans ma chambre avec le service d'étage. J'ai besoin de commencer à reconstruire mes compétences sociales, et manger seul en public semble être un bon point de départ. De plus, je suis curieuse de voir si le fait d'être manifestement riche change la façon dont je suis traitée. Spoiler, c'est absolument le cas. Le restaurant est élégant mais pas prétentieux, rempli de voyageurs d'affaires et de couples locaux profitant de dîners tranquilles. Je demande une table près des fenêtres et commande le saumon sans vérifier le prix d'abord. Un autre petit acte de rébellion contre mon ancienne vie, où Victor insistait pour que nous choisissions toujours l'option la plus économique, parce que Dieu interdit que nous dépensions de l'argent pour quelque chose qui pourrait me procurer du plaisir. Excusez-moi, dînez-vous seul ? Je lève les yeux pour trouver un homme d'environ mon âge debout à côté de ma table. Il est séduisant d'une manière discrète, cheveux foncés, yeux gentils, vêtements coûteux mais pas tape à accent grave-l'œil, le genre d'homme qui a l'air de n'avoir jamais eu besoin d'élever la voix pour obtenir ce qu'il veut. Oui, c'est le cas, dis-je, ne sachant pas si c'est une tentative de drague ou autre chose. Je suis désolé de vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous sembliez un peu perdu dans vos pensées. Je dîne seul aussi. Et je déteste manger tout seul. Cela vous dérangerait-il si je me joignais à vous ? Je promets que je n'essaie pas d'être bizarre. Je suis en fait médecin au centre médical de l'autre côté de la rue. Et j'ai eu une longue journée à annoncer des nouvelles difficiles aux familles. Parfois, c'est agréable d'avoir une conversation normale avec quelqu'un qui n'est pas en crise. Eh bien, la blague est pour lui. Je suis définitivement en crise, mais pas du genre médical. Il y a quelque chose d'honnête dans son approche qui me désarme. Pas de phrases toutes faites, pas de faux charme, juste un professionnel fatigué cherchant une connexion humaine. Je suis Stella, dis-je en désignant la chaise vide en face de moi. Matteo. Docteur Matteo Rossi. Et merci. Je sais que c'est peu conventionnel de s'inviter à la table de quelqu'un. Le non conventionnel a été le thème de ma semaine, dis-je. Quel genre de médecin ? Cardiologie. Je passe mes journées à réparer des cœurs, ce qui est ironique puisque je suis terrible pour gérer ma propre vie personnelle. Bienvenue au club. Je viens de divorcer et je vis actuellement à l'hôtel en attendant de comprendre ce qui va suivre. Ça a l'air d'être une histoire. C'en est une. Pas particulièrement plaisante, mais définitivement une histoire avec quelques rebondissements intéressants. Parler à Matteo semble étonnamment naturel, comme renouer avec un vieil ami plutôt que faire la conversation avec un étranger. Il écoute sans jugement alors que je lui donne la version abrégée de l'effondrement de mon mariage. Les problèmes de fertilité, la violence émotionnelle, la sortie dramatique. Je suis désolé que tu aies traversé ça, dit-il quand j'ai fini. Personne ne devrait avoir à endurer des années à se faire dire qu'il est inadéquat, surtout par quelqu'un qui est censé l'aimer. Le pire, c'est combien de temps je l'ai cru. Comment je l'ai laissé me convaincre que tout ce qui n'allait pas dans notre relation était de ma faute. Je fais une pause. Bien que je doive admettre qu'il y a quelque chose de profondément satisfaisant à lui prouver qu'il a tort d'une manière aussi spectaculaire. La manipulation mentale est insidieuse. Elle est conçue pour te faire remettre en question ta propre réalité. Matteo remplit nos verres de vin. D'après mon expérience, les gens qui ont besoin de rabaisser les autres le font généralement parce qu'ils ne peuvent pas affronter leurs propres lacunes. Parler comme quelqu'un qui a traversé ses propres drames relationnels, rit-il tristement. Coupable. Bien que dans mon cas, c'était plus une question de choisir la carrière plutôt que la relation, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que je lève les yeux un jour et réalise que j'avais 41 ans et que j'étais marié à mon travail. 41 ans et célibataire. D'après mon expérience, cela signifie généralement soit des problèmes d'engagement, soit des normes impossibles. Probablement les deux. J'ai toujours été meilleur pour diagnostiquer les problèmes des autres que pour régler les miens. Il fait une pause, étudiant mon visage à la lumière des bougies. Puis-je te demander quelque chose de personnel après tout ce que tu viens de me dire ? Vas-y, c'est quoi la suite pour toi ? Je veux dire,
au-delà de la procédure de divorce et de la vie à l'hôtel. Je considère ce qu'il faut partager. Les traitements de fertilité, l'héritage massif, la reconstruction complète de mon identité. C'est beaucoup à déverser sur quelqu'un que je viens de rencontrer. Mais il y a quelque chose dans l'intérêt sincère de Matteo qui me donne envie d'être honnête. Je poursuis des traitements médicaux auxquels je ne pouvais pas accéder pendant mon mariage. Mon ex-mari avait des opinions très arrêtées sur ce que nous devions et ne devions pas faire concernant la planification familiale, les traitements de fertilité, entre autres choses. J'ai toujours voulu être mère et j'en ai assez d'attendre la permission de quelqu'un d'autre pour poursuivre mes rêves. Matteo hoche la tête avec approbation. Tant mieux pour toi. Trop de femmes mettent leur vie en pause en attendant les bonnes circonstances ou le bon partenaire. Parfois, le bon moment, c'est maintenant, peu importe ce que les autres en pensent. C'est exactement ce que je ressens. J'ai 32 ans. Je suis financièrement stable et j'ai enfin la liberté de faire mes propres choix. Financièrement stable, c'est bien. Certains traitements de fertilité peuvent être coûteux et l'assurance ne couvre pas toujours tout. Si seulement ils savaient à quel point je suis réellement financièrement stable, mais c'est une conversation pour une autre fois. S'il y a une autre fois. Et toi? Je demande, redirigeant la conversation. Des projets pour briser ton schéma de choix du travail plutôt que des relations? En fait, oui. J'ai beaucoup réfléchi à l'équilibre vie pro-vie perso ces derniers temps. Mon cabinet est bien établi. J'ai d'excellents associés qui peuvent me couvrir et j'en ai assez de rentrer dans une maison vide tous les soirs. Donc, tu es prêt à commencer à sortir avec quelqu'un sérieusement? Je suis prêt à commencer à vivre sérieusement. Les rencontres ne sont qu'une partie de cela. Le serveur apporte notre dessert. Nous avons progressé d'une manière ou d'une autre vers le partage d'un tiramisu sans en discuter. Et Matteo me parle de son cabinet, de sa famille en Italie, de ses projets de réduire ses heures et de prendre réellement des vacances. J'ai une villa en Toscane que j'ai héritée de ma grand-mère, dit-il. Je la possède depuis 8 ans et je l'ai visitée exactement 2 fois. Cela semble être un gaspillage d'une belle propriété, et un tragique gaspillage de vie. La Toscane a l'air incroyable. Je n'ai jamais été en Italie. Tu devrais y aller. Surtout si tu es dans une phase de reconstruction de vie. Il y a quelque chose dans ce paysage qui met tout en perspective. Au moment où nous terminons le dîner, il est près de 22 heures. Le restaurant se vide, et je suis réticente à mettre fin à la conversation. Cela fait des mois que je n'ai pas parlé à quelqu'un qui me faisait me sentir intéressante et valorisée, plutôt que défectueuse et encombrante. C'était exactement ce dont j'avais besoin ce soir, lui dis-je alors que nous attendons l'addition. Merci de m'avoir sauvé de manger seul et de trop réfléchir à ma vie. Merci d'avoir laissé un étranger se joindre à ta table. Je redoutais une autre nuit de plats à emporter dans mon bureau. Puis-je te demander quelque chose, dit-il en signant le reçu. Bien sûr. Voudrais-tu prendre un café un de ces jours? Je sais que tu traverses beaucoup de changements en ce moment, et je n'essaie pas de compliquer ta vie, mais j'aimerais te revoir. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Stella sera-t-elle prête à ouvrir son cœur à nouveau sitôt après son divorce? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. La question me prend au dépourvu, non pas parce que je ne veux pas le revoir, mais parce que je n'ai pas pensé à sortir avec quelqu'un depuis la fin de mon mariage il y a 5 jours. Est-ce trop tôt, trop compliqué, trop risqué? Puis je me souviens de la note de mon père. Tu mérites une vie où tu n'as pas à te contenter de moins que ce que tu vaux. J'aimerais bien, dis-je. Mais je devrais te prévenir. Ma vie est assez imprévisible en ce moment. La mienne aussi. Peut-être que nous pouvons être imprévisibles ensemble. Alors que nous traversons le hall de l'hôtel vers les ascenseurs, j'aperçois notre reflet dans les murs en miroir. Nous ressemblons à 2 personnes qui vont bien ensemble. Confiants, prospères, à l'aise dans la compagnie de l'autre. C'est bien loin de la femme anxieuse et diminuée qui a quitté la maison de Victor ce matin. Et pour la première fois depuis des années, je suis réellement excité par ce que demain pourrait apporter. 3 semaines après le début de mes traitements de fertilité, je suis assise dans le bureau du docteur Martinez pour faire vérifier mes niveaux d'hormones, quand elle mentionne quelque chose qui me fait tout reconsidérer. Vos chiffres sont excellents, Stella. Mieux qu'excellents, en fait. Vous répondez magnifiquement aux médicaments. C'est une bonne nouvelle, non? Très bonne nouvelle. En fait, je dirais que votre corps est dans une condition optimale pour la conception.
Avez-vous pris les vitamines prénatales que j'ai recommandées? Tous les jours, avec les injections d'hormones et les changements alimentaires. Je suis le protocole à la lettre. Je fais une pause. C'est agréable d'avoir enfin un médecin qui traite mon corps comme s'il était capable de fonctionner correctement, au lieu de comme s'il était une machine cassée. Le docteur Martinez prend une note dans mon dossier. Je suis impressionné par votre engagement. Certains patients ont du mal avec les ajustements de style de vie, mais vous avez embrassé tout ce dont nous avons discuté. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais été aussi certaine de ce que je veux. De plus, après des années à m'entendre dire que j'étais défectueuse, c'est satisfaisant de découvrir que je suis en fait en excellentes conditions reproductives. Cela montre que votre dévouement va bien vous servir lorsque nous passerons à la prochaine phase du traitement. La prochaine phase. Nous sommes encore à des semaines de la procédure d'insémination réelle, mais savoir que nous faisons des progrès est incroyable. Après des années où Victor me disait que mon corps était brisé, avoir un médecin qui célèbre le bon fonctionnement de tout me donne l'impression d'une revanche. Mon téléphone vibre avec un texto de Matteo. Café plus tard? J'ai des nouvelles à partager. Nous nous voyons régulièrement depuis quelques semaines. Des dîners décontractés, de longues promenades, des conversations faciles qui me rappellent ce que l'on ressent quand on apprécie la compagnie de quelqu'un sans constamment marcher sur des œufs. Il est au courant des traitements de fertilité, soutient complètement ma décision, et ne me fait jamais sentir que je dois choisir entre mes objectifs et sa présence dans ma vie, ce qui est rafraîchissant considérant que ma dernière relation exigeait que je choisisse entre mes rêves et son ego au quotidien. Bonne ou mauvaise nouvelle? Je réponds par texto. Définitivement bonne. Rejoins-moi à ce café près du parc à 19h. On se voit là-bas. Le docteur Martinez termine ma prise de sang et programme mon prochain rendez-vous. Tout progresse magnifiquement. Continuez à faire exactement ce que vous faites. Ce soir-là, je trouve Matteo déjà en train d'attendre à notre table d'angle habituelle. 2 tasses de café devant lui et une expression que je n'arrive pas tout à fait à lire. Tu as l'air différent, dis-je en m'installant dans la chaise en face de lui. Heureux mais nerveux. J'ai eu une conversation avec mes associés aujourd'hui au sujet de la réduction de ma charge de patient et ils ne sont pas seulement favorables, ils m'encouragent à le faire. Il s'avère qu'ils craignaient que je ne me dirige vers un burn-out. Ils veulent que je prenne une vraie année sabbatique, peut-être voyager en Italie, passer du temps à la villa. C'est une bonne nouvelle. Mais je sens qu'il y a plus dans l'histoire. Il y a un mais qui arrive, n'est-ce pas? Pas exactement un mais. Plus comme une proposition. Il tend la main à travers la table et prend la mienne, son pouce traçant de doux cercles sur ma paume. Stella, je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques semaines, et je sais que tu traverses des changements de vie massifs en ce moment, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Mon cœur commence à battre plus vite. Comment te sens-tu à mon égard? Comme si j'avais attendu toute ma vie de rencontrer quelqu'un qui me donne envie d'être une meilleure version de moi-même. Comme si chaque relation avant celle-ci était un entraînement pour la vraie chose. Les mots restent suspendus dans l'air entre nous, honnêtes, vulnérables, légèrement terrifiants et complètement différents de tout ce que Victor m'a jamais dit, ce qui impliquait généralement ce que je devais changer chez moi pour le rendre heureux. Matteo, je ne te demande pas de prendre de décision maintenant. Je n'essaie pas de compliquer ton parcours de fertilité ou de te presser à faire quoi que ce soit pour lequel tu n'es pas prête. Je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive, quelle que soit la tournure que cela prend, je suis là. Complètement, sincèrement là. Je regarde dans ses yeux et je vois quelque chose que je n'ai jamais eu avec Victor. Un soutien inconditionnel mêlé à un véritable respect pour mon autonomie. Matteo n'essaie pas de me réparer ou de changer mes plans. Il propose de faire partie de ce que je construis. Puis-je te demander quelque chose? Dis-je. Tout ce que tu veux. Es-tu prêt à l'éventualité que je puisse tomber enceinte par insémination artificielle pendant que nous sortons ensemble? Parce que c'est toujours mon plan, peu importe ce qui se passe entre nous. Stella, je suis devenu médecin parce que je crois qu'il faut aider les gens à créer les familles qu'ils veulent. Pourquoi aurais-je un problème avec le fait que la femme dont je tombe amoureux fasse exactement cela? Dont je tombe amoureux? Il a dit qu'il tombait amoureux de moi. Et contrairement à Victor, qui tombait amoureux de l'idée de qui il voulait que je sois, Matteo semble tomber amoureux de qui je suis réellement. Et si le timing devient compliqué? Et si je tombe enceinte et que tu décides que ce n'est pas ce pourquoi tu as signé? Alors je serais un idiot qui ne te mérite pas, il serre ma main. Je ne suis pas Victor.
Je n'ai pas besoin de contrôler tes choix pour me sentir en sécurité dans notre relation. Le soulagement qui m'envahit est si intense que je manque de commencer à pleurer là, dans le café. Je pense que je tombe amoureuse de toi aussi. Bien, dit-il en souriant. Parce que j'espérais vraiment que ce n'était pas une situation à sens unique. Nous parlons jusqu'à la fermeture du café, faisant des projets pour un week-end dans son chalet à la montagne, discutant de son calendrier sabbatique, partageant des rêves sur l'avenir qui ne nécessitent pas que l'un de nous compromette ses objectifs individuels. En retournant à mon hôtel, je réalise que c'est à cela que ressemble une relation saine. Pas de lutte de pouvoir, pas de manipulation émotionnelle, pas d'obligation de me faire plus petite pour accommoder les insécurités de quelqu'un d'autre. Juste deux personnes choisissant de construire quelque chose ensemble tout en restant complètement elles-mêmes. Quel concept novateur. 4 mois après le début de ma relation avec Matteo, et 6 semaines après le début de mes traitements de fertilité, quelque chose d'inattendu se produit. Nous passons le week-end dans son chalet à la montagne, enfin prêts à faire passer notre relation au niveau supérieur, quand la nature décide d'avoir le sens de l'humour. 2 semaines après notre première nuit ensemble, une soirée parfaite de connexion et d'intimité qui était tout ce que mon mariage n'était pas, je me réveille avec la nausée pour le 3e matin consécutif. Mes règles ont 5 jours de retard et je ne supporte pas l'odeur du café, ce qui est pratiquement un motif d'urgence médicale dans mon monde. Au début, je suppose que c'est un effet secondaire des médicaments hormonaux. Le docteur Martinez m'a prévenu que les traitements pourraient causer des cycles irréguliers et divers symptômes physiques. Mais quand la nausée persiste et que je réalise que j'ai des aversions alimentaires, une possibilité différente me vient à l'esprit. Pourrais-je être enceinte naturellement de Matteo ? L'ironie serait presque comique si elle n'était pas si bouleversante. Après 2 ans d'essai avec Victor, des mois de traitement de fertilité et une intervention médicale minutieuse, mon corps pourrait avoir décidé de concevoir tout seul avec un homme qui m'aime et me respecte réellement, parce qu'apparemment, mon système reproducteur a un excellent goût en matière de partenaire. Je conduis jusqu'à la pharmacie en me sentant dans un état irréel, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. 3 tests de grossesse différents atterrissent dans mon panier, ainsi que des vitamines prénatales et une bouteille de thé au gingembre pour la nausée. De retour dans ma suite d'hôtel, je fixe les boîtes de tests de grossesse pendant 10 minutes avant de trouver le courage d'en ouvrir une. Les instructions semblent impossiblement simples pour quelque chose qui pourrait changer tout mon avenir. 2 minutes plus tard, je fixe 2 lignes roses. Enceinte. Je suis réellement enceinte, naturellement, du bébé de Matteo. Mes mains tremblent alors que je fais le 2e test, puis le 3e. Tous positifs. Tous clairement, définitivement positifs. Je m'assois sur le sol de la salle de bain, submergé par des émotions que je ne peux pas nommer. Joie, terreur, incrédulité, et quelque chose qui ressemble à une justice cosmique, tout cela emmêlé ensemble. Après des années où Victor me disait que j'étais brisé, mon corps a créé la vie avec un homme qui mérite réellement d'être père. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Matteo sera-t-il prêt pour cette surprise? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. Mon premier réflexe est d'appeler Matteo, mais quelque chose m'arrête. C'est mon moment, mon miracle, ma revanche. Avant de le partager avec quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'absorber pleinement ce que cela signifie. De plus, je veux voir son visage quand je le lui dirai, pas entendre sa voix au téléphone. Je vais être mère. Pas par insémination artificielle, pas par des mois supplémentaires d'intervention médicale, mais naturellement, spontanément, avec un homme dont je tombe amoureuse. Après tout ce que Victor m'a fait subir, cela ressemble à la façon dont l'univers me dit, en fait, il n'y a jamais rien eu qui clochait chez toi. 1 heure plus tard, je suis dans le bureau du docteur Martinez, où elle confirme ce que les tests à domicile m'avaient déjà dit. Félicitations, Stella. Vous êtes enceinte d'environ 6 semaines, et tout semble parfait. Mais comment? Je veux dire. Le timing. Le docteur Martinez examine mon dossier attentivement. Parfois, quand les femmes commencent des traitements de fertilité, les changements de mode de vie et la réduction du stress peuvent réellement améliorer les taux de conception naturelle. Votre corps devenait plus sain, vos niveaux hormonaux s'optimisaient, et la nature a suivi son cours. Donc tous ces traitements ont aidé, même si j'ai conçu naturellement. Exactement. De plus, vous êtes dans un bien meilleur état émotionnel que lorsque vous avez commencé ce voyage. Le stress peut absolument avoir un impact sur la fertilité. Vous avez supprimé une relation toxique, trouvé une sécurité financière,
et commencer une nouvelle relation saine. Votre corps répond à ce changement positif. L'ironie ultime. Pendant que Victor insistait sur le fait que j'étais brisé, j'étais en fait juste dans le mauvais environnement pour m'épanouir. Comme essayer de faire pousser des fleurs dans un sol toxique, puis se demander pourquoi elles ne fleurissent pas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je demande. Dois-je arrêter les médicaments de fertilité? Immédiatement. Nous allons vous faire passer à une routine de soins prénatales standard. C'est en fait le meilleur résultat possible. Conception naturelle avec une mère en bonne santé et des conditions optimales pour le développement fœtal. Ce soir-là, je retrouve Matteo pour dîner dans son restaurant italien préféré. Il peut voir que quelque chose est différent dès l'instant où j'entre. Tu es rayonnante, dit-il en se levant pour m'embrasser la joue. Comme si tu brillais de l'intérieur. C'est drôle que tu mentionnes ça. Je m'assois en essayant de trouver comment partager une nouvelle qui va tout changer entre nous. J'ai quelque chose à te dire. Son expression devient sérieuse. Bonne ou mauvaise nouvelle? Cela dépend de ta perspective. Je prends une profonde inspiration. Je suis enceinte. Le visage de Matteo passe par une série d'émotions. Surprise, confusion, puis quelque chose qui ressemble à de l'émerveillement. Enceinte? Mais je pensais que tu étais encore dans la phase de traitement. Apparemment, mon corps avait d'autres projets. Conception naturelle. Environ 6 semaines. Avec toi. Avec moi. Son sourire s'étend lentement sur son visage comme un lever de soleil. Nous allons avoir un bébé. Si tu le veux. Je veux dire, je sais que ce n'était pas prévu et que nous ne sommes pas ensemble depuis si longtemps. Il tend la main à travers la table et prend mes 2 mains. Stella, c'est incroyable. Tu vas être une mère formidable, et je vais pouvoir faire partie de ce voyage depuis le début. Tu ne paniques pas. La plupart des hommes partiraient en courant devant cette situation. La plupart des hommes ne sont pas amoureux de toi. Le voilà encore. Ce mot que Victor utilisait comme une arme, mais que Matteo utilise comme un cadeau. Tu es amoureux de moi? Complètement. Éperdument. Je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi dedans. Son sourire est radieux. Et maintenant, nous allons avoir un bébé ensemble, ce qui rend cela encore plus incroyable. Je commence à pleurer là, dans le restaurant, mais ce sont des larmes de soulagement, de joie et de gratitude débordante. Après des années à m'entendre dire que j'étais défectueuse, je suis assise ici, enceinte, aimée et financièrement en sécurité, avec un homme qui parle déjà de notre avenir comme si c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Es-tu sûr de ça? Parce qu'une fois que ce bébé arrive, il n'y a pas de retour en arrière. Tu signerais pour les tétés de minuit, les changements de couche et tout le chaos qui accompagne l'éducation d'un enfant. Je signerais pour construire une vie avec la femme que j'aime et élever notre enfant ensemble. Cela ressemble au meilleur avenir possible que je puisse imaginer. Enceinte de 3 mois et commençant enfin à avoir du ventre, je déjeune avec Matteo à notre terrasse de café préférée quand mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnais pas. Mon premier réflexe est de laisser aller sur la messagerie, mais quelque chose me pousse à répondre. Probablement une erreur. Stella, c'est Victor. Mon corps entier se tend au son de sa voix. Matteo le remarque immédiatement, levant un sourcil inquiet et tendant la main à travers la table pour toucher mon bras. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai mes moyens. Nous devons parler. Non, vraiment pas. Mon avocat gère toutes les communications maintenant. Souviens-toi, c'est à ça que servent les ordonnances de restriction. Ce n'est pas à propos du divorce. C'est à propos d'autre chose. Des choses que j'ai récemment découvertes sur toi. Mon sang se glace. D'une manière ou d'une autre, Victor a découvert l'héritage. Je fais signe à Matteo que c'est Victor, et son expression s'assombrit immédiatement. Je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais... 47 millions de dollars, Stella. Ton père t'a laissé 47 millions de dollars et tu ne me l'as jamais dit. La voilà. La vraie raison de cet appel. Pas l'amour, pas la réconciliation, pas même la décence humaine de base. L'argent. Parce que bien sûr que c'est ça. Ce que j'ai hérité de mon père ne te regarde pas. Nous sommes divorcés, tu te souviens? Tu as été très clair là-dessus quand tu m'as jeté dehors comme les ordures de la veille. Mais nous étions encore mariés quand tu l'as découvert. Cela en fait un bien commun. Je ris littéralement à voix haute devant l'audace.
Victor, tu as littéralement vidé notre compte joint et m'as mise à la porte avec une seule valise, tout en me disant que je n'accomplirai jamais rien par moi-même. Tu ne peux pas réclamer la communauté de biens après ce genre de comportement. Stella, s'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer quelque part et parler de ça raisonnablement? Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu entre nous. L'audace est époustouflante. Il y a 3 mois, cet homme me disait que je ne valais rien et que je ne ferais jamais rien de ma vie. Maintenant, il a découvert que je vaux plus qu'il ne gagnera en plusieurs vies, et soudain, il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, c'est qu'il pense que je suis toujours le même paillasson qui tolérait ses abus. Le seul malentendu, c'est que tu penses avoir le moindre droit sur ma vie ou mon argent. Je ne parle pas d'argent. Je parle de nous, de notre mariage. Peut-être avons-nous abandonné trop vite. Matteo observe cette conversation avec une inquiétude croissante. Je mets ma main sur la sienne et mime, je vais bien, tout en essayant de ne pas rire du désespoir transparent de Victor. Victor, laisse-moi être très clair. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de mariage qui vaille la peine d'être sauvé. Tu as rendu tes sentiments à mon égard parfaitement clairs quand tu m'as blâmé pour nos problèmes de fertilité et m'as jeté dehors avec une seule valise. J'étais en colère et blessé. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont émotifs. Tu as dit ces choses pendant 2 ans, Victor. De manière constante. Délibérée. Ce n'était pas de l'émotion. C'était qui tu es vraiment. Stella, je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Nous nous sommes aimés autrefois. Tu aimais avoir quelqu'un à blâmer pour tes problèmes. J'aimais celui que je pensais que tu étais avant de réaliser à quel point tu es cruel. Rencontre-moi juste pour un café, une conversation. Si tu veux toujours procéder au divorce après ça, je l'accepterai. La réponse est non. N'appelle plus ce numéro. Je raccroche et bloque immédiatement son numéro, mes mains tremblant de colère et d'adrénaline. Tu vas bien? Demande Matteo doucement, sa main couvrant toujours la mienne. Il veut se réconcilier maintenant qu'il est au courant de mon héritage. Il y a 3 mois, j'étais sans valeur et défectueuse. Maintenant, soudainement, notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Je secoue la tête. Cet homme n'a absolument aucune honte. Comment a-t-il découvert pour l'argent? Bonne question. J'ai fait très attention à qui était au courant. Puis cela me frappe. Patricia a mentionné qu'il avait engagé un détective privé pendant la procédure de divorce. Il a dû me faire suivre. Il m'a fait espionner apparemment, ce qui explique comment il a obtenu mon nouveau numéro de téléphone aussi. Je ressens un frisson de violation. Mon Dieu, Matteo, et s'il est au courant pour toi? Pour la grossesse? La mâchoire de Matteo se contracte. S'il t'a fait surveiller, il sait probablement tout. Comme sur un signal, mon téléphone vibre avec un texto d'un numéro différent. Félicitations pour ta nouvelle relation et la grossesse. Nous avons vraiment besoin de parler. La violation ressemble à un coup physique. Il m'a fait suivre, observer, enquêter comme si j'étais une criminelle au lieu de son ex-femme. Et maintenant, il est au courant des aspects les plus privés de ma nouvelle vie. C'est bon, dis-je en montrant le texto à Matteo. J'appelle Patricia tout de suite. Patricia répond à la première sonnerie, et quand j'explique ce qui se passe, sa voix devient glaciale. Transférez-moi tous ces messages immédiatement. Vous faire espionner par un détective privé franchit plusieurs lignes légales. Ce n'est plus seulement du harcèlement. C'est du harcèlement criminel, stalking. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dépose une demande d'extension d'ordonnance de restriction d'urgence et je poursuis au pénal. Ce comportement s'intensifie et nous devons l'arrêter avant que cela n'empire. Après avoir raccroché, Matteo me serre contre lui. Et, regarde-moi. Nous n'allons pas laisser le désespoir de Victor gâcher notre bonheur. Mais s'il essaie de causer des problèmes avec la grossesse? S'il revendique une sorte de droit? Il n'a aucun droit sur quoi que ce soit nous concernant, nous ou notre bébé. Tu es divorcé. Tu es avec moi. Et c'est notre famille. Il pourrait quand même nous rendre la vie difficile. Il pourrait essayer, mais Stella, regarde autour de toi. Matteo désigne notre vie, le beau restaurant, notre bonheur évident, mon ventre qui s'arrondit. Nous construisons quelque chose d'incroyable ici. Victor est coincé dans le passé, essayant de réclamer quelque chose qui n'a jamais été réellement à lui. Nous, on avance.
Ce soir-là, alors que nous nous préparons à aller au lit dans l'appartement de Matteo, qui est devenu plus mon foyer que n'importe quel endroit où j'ai vécu, je pose ma main sur mon ventre rond et je pense à l'avenir que nous créons. Dans 3 mois, je donnerai naissance à notre enfant. Je serai marié à un homme qui m'aime inconditionnellement. Vivant dans une maison remplie de respect et de joie au lieu de manipulation et de cruauté. Victor peut comploter, traquer et menacer tout ce qu'il veut. Je suis déjà passé à une vie dont il ne fera jamais partie. Enceinte de 5 mois, avec un ventre rond qui me fait légèrement dandiner et un éclat que tout le monde commente, je suis dans les dernières étapes de la planification de mon mariage avec Matteo quand Patricia appelle avec des nouvelles qui illuminent ma journée. Les charges de harcèlement criminel contre Victor ont été déposées ce matin, dit-elle, semblant positivement jubilante. Le juge n'a pas été impressionné par son comportement. Ordonnance de restriction d'urgence accordée. Et s'il s'approche à moins de 150 mètres de vous, de Matteo ou de l'un de vos associés connus, il va en prison. Et le détective privé? Renvoyé. Apparemment, Victor ne peut plus se permettre de le payer. Il s'avère que quand on n'est pas marié à une héritière, les frais juridiques s'accumulent vite. Je m'effondre dans le fauteuil de ce qui sera bientôt la chambre du bébé, essayant de digérer le soulagement. Donc, c'est vraiment fini. Il ne peut plus nous contacter. Légalement, il est maintenant un étranger pour vous, sans aucun droit sur aucun aspect de votre vie. Le divorce est définitif. Le règlement financier est complet. Et il n'a aucune prétention sur votre héritage, votre grossesse ou votre avenir. Après avoir raccroché, je reste assise dans la chambre du bébé pendant un long moment, entourée de meubles soigneusement choisis et de couleurs douces. Cette pièce représente tout ce que Victor a essayé de me convaincre que je ne pourrais jamais avoir. Une famille, la sécurité, l'amour inconditionnel. Matteo me trouve là 1 heure plus tard, des larmes coulant sur mon visage. Larmes de joie ou larmes de tristesse, demande-t-il en s'agenouillant à côté de ma chaise et en plaçant sa main sur mon ventre où notre bébé pratique actuellement la gymnastique. Larmes de joie, larmes de soulagement. Victor ne peut légalement plus jamais nous contacter. C'est une nouvelle incroyable. Comment te sens-tu? Libre. Complètement, totalement libre. Je place ma main sur la sienne. Et reconnaissante. Si incroyablement reconnaissante qu'il m'ait jeté dehors quand il l'a fait. La meilleure chose qu'il ait jamais faite pour nous deux. Ce soir-là, nous dînons à la maison et c'est vraiment chez nous maintenant, plein de nos livres et photos combinés, et du chaos confortable de 2 personnes construisant une vie ensemble quand la sonnette retentit. Matteo va répondre et revient avec une expression perplexe. Livraison pour la future Madame Rossi, dit-il en tenant un grand arrangement floral. De la part de Victor. Mon estomac se noue d'une anxiété familière. Même s'il n'a plus de pouvoir légal sur moi, l'idée qu'il essaie encore de s'insérer dans ma vie me rend malade. Que dit la carte? Matteo la lit à voix haute. Félicitations pour ton mariage et le bébé à venir. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. Je suis désolé de ne pas avoir été l'homme dont tu avais besoin. Victor. C'est un message gracieux, presque humble dans sa reconnaissance de ses échecs. Pendant un bref instant, je me sens presque désolé pour lui. Presque. Puis je me souviens des 2 années passées à m'entendre dire que j'étais brisé. Des mois de manipulation émotionnelle. De la façon dont il m'a jeté dehors avec rien, et n'a voulu me récupérer que lorsqu'il a découvert mon héritage. La traque, le harcèlement, la violation complète de ma vie privée. Jette-les, dis-je fermement. Les fleurs? Elles sont pourtant assez belles. Je me fiche qu'elles soient en or. Je ne veux rien venant de Victor dans notre maison, autour de notre bébé ou dans nos vies. Je me lève, soudainement énergisé par la colère. Il n'a pas le droit d'acheter son retour dans mes bonnes grâces avec des fleurs et des excuses après tout ce qu'il m'a fait subir. Matteo hoche la tête et emporte l'arrangement dehors, à la poubelle. Quand il revient, il s'assoit à côté de moi sur le canapé et me prend dans ses bras. Tu sais ce que je pense, dit-il. Je pense que c'est la façon pour Victor d'essayer de maintenir une sorte de connexion avec toi, même si c'est juste la connexion d'envoyer des cadeaux que tu recevras. Tu penses qu'il va continuer d'essayer? Peut-être, mais cela n'a pas d'importance parce que nous continuerons de rejeter chaque tentative. Finalement, il réalisera que tu as complètement tourné la page, et j'espère qu'il fera de même. Et s'il ne le fait pas? Alors on gérera ça ensemble, tout comme on gère tout le reste. Le lendemain matin,
je me réveille pour découvrir que quelqu'un a laissé un panier cadeau sur le pas de notre porte. Des articles pour bébé, coûteux. Pas de carte, mais je sais exactement qui les a envoyés. Il teste l'ordonnance de restriction, dit Patricia quand je l'appelle. Techniquement, faire livrer des articles n'est pas un contact direct, mais c'est quand même du harcèlement. Je vais déposer un addendum pour qu'il soit clair que tout cadeau, livraison ou tentative de contact par un tiers sont des violations. 3 autres livraisons arrivent au cours de la semaine suivante. À chaque fois, nous les refusons et documentons tout pour les dossiers de Patricia. Il intensifie ses actions parce qu'il est désespéré, explique-t-elle lors de notre dernière réunion avant le mariage. Les hommes comme Victor ne gèrent pas bien le rejet, surtout quand il s'accompagne de conséquences financières. Quel genre de conséquences? Rappelez-vous ce contrat de mariage sur lequel il a insisté? Celui qui était censé vous laisser sans rien. Puisque nous l'avons contesté avec succès, il est maintenant tenu de vous payer une pension alimentaire et la moitié de ses actifs commerciaux accumulés pendant le mariage. Même si je n'ai pas besoin de son argent. La loi se fiche de savoir si vous en avez besoin. Elle se soucie de savoir si vous y avez droit. Et c'est le cas. Sa tromperie sur ses actifs rend le contrat de mariage invalide, ce qui signifie que vous obtenez la moitié de tout ce qu'il a gagné pendant votre mariage. L'ironie est délicieuse. Victor a essayé de me piéger dans un mariage où je n'obtiendrais rien si je partais. Au lieu de cela, sa tromperie signifie que j'ai droit à une partie significative de sa richesse, plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Non pas que j'ai besoin de son argent, mais c'est une question de principe. Il ne peut pas m'abuser pendant des années et ensuite en profiter. De combien parle-t-on? Environ 2 millions au total. Son entreprise a bien marché depuis que vous êtes parti. Patricia sourit. Apparemment, jeter sa femme dehors peut être très motivant pour certains hommes. 2 millions de dollars qui iront directement sur un fonds fiduciaire pour notre bébé. L'argent de Victor, assez ironiquement, aidera à subvenir aux besoins de l'enfant dont il ne saura jamais qu'il existe. Parfois, le karma a le sens de l'humour. La cérémonie de mariage en Toscane est tout ce dont j'avais rêvé. Intime, joyeuse, et complètement concentrée sur la célébration de l'amour au lieu d'impressionner qui que ce soit d'autre. Debout dans le jardin de la villa familiale de Matteo, enceinte de 7 mois et rayonnante de bonheur, entourée d'Olivier et des gens qui comptent le plus pour nous, je me sens comme la femme la plus chanceuse du monde. Vous êtes éblouissante, chuchote le docteur Martinez en ajustant ma simple robe en soie sur mon ventre. Absolument radieuse. J'ai l'impression de flotter, comme si c'était trop beau pour être vrai. C'est réel, et vous méritez chaque parcelle de bonheur que vous vivez. La cérémonie est dirigée par un prêtre local qui parle à la fois italien et anglais, créant une célébration bilingue qui honore nos 2 origines. La famille de Matteo m'a accueilli à bras ouverts, traitant ma grossesse comme le cadeau qu'elle est plutôt que comme une complication. Sa mère a pleuré quand elle a senti le bébé bouger pour la première fois, et son père a déjà commencé à planifier la rénovation de la chambre du bébé à la villa pour nos futures visites. Quand nous échangeons nos vœux, Matteo inclut des promesses non seulement à moi, mais au bébé que je porte. Je promets d'aimer cet enfant comme le miracle qu'il est, d'être le père qu'il mérite, et de créer avec toi une famille bâtie sur le respect, la joie et l'amour inconditionnel. Il n'y a pas un œil sec dans le jardin, y compris les miens. Je promets de t'aimer complètement, dis-je à travers des larmes de bonheur, et de construire avec toi le genre de partenariat où nous devenons tous les 2 de meilleures versions de nous-mêmes. Et je promets de ne plus jamais me contenter de moins que ce que nous méritons tous les 2, plus jamais. La réception se tient sous des guirlandes lumineuses dans la cour de la villa, avec des tables chargées de nourriture préparée par les tantes et les cousines de Matteo. C'est chaleureux, familial, tout ce que ma première réception de mariage n'était pas. Pas de sourire forcé, pas de drame familial, pas d'invités qui sont là par obligation plutôt que par véritable affection. Pendant le dîner, Patricia lève son verre pour un toast. À Stella et Matteo, qui prouvent que parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est de perdre ce que vous pensiez vouloir, pour pouvoir trouver ce dont vous avez réellement besoin. Aux secondes chances, ajoute le docteur Martinez. Et aux femmes qui se choisissent elles-mêmes plutôt que de se contenter de moins que ce qu'elles méritent. Alors que la soirée touche à sa fin et que les invités commencent à se retirer dans leur chambre, Matteo et moi marchons à travers le vignoble derrière la villa. L'air nocturne est chaud, rempli du parfum du jasmin et du son lointain des rires venant de la cour. Des regrets, demande-t-il, son bras autour de ma taille alors que nous nous arrêtons pour regarder la vallée. Seulement qu'il m'ait fallu si longtemps pour te trouver.
Je fais une pause, réfléchissant. En fait, non. Le timing était parfait. Si nous nous étions rencontrés pendant que j'étais encore marié, pendant que j'essayais encore de faire fonctionner cette relation, je n'aurais pas été prête pour quelque chose de réel. Tu as dû traverser toute cette douleur pour devenir la femme dont je suis tombé amoureux. Et tu as dû travailler à t'en tuer pour être prête à prioriser une relation. Je me blottis contre lui. Tout est arrivé exactement quand c'était censé arriver. Mon téléphone vibre avec une notification et je manque de l'ignorer jusqu'à ce que je vois que c'est un email d'une adresse inconnue. J'ai vu les photos du mariage en ligne. Tu es magnifique et heureuse. Félicitations pour ta nouvelle vie. J'espère que tu trouveras tout ce que tu cherches. Victor a trouvé, d'une manière ou d'une autre, des photos de notre cérémonie et s'est senti obligé de tendre la main une fois de plus. Le message est civil, presque gracieux, mais la signification sous-jacente est claire, il regarde encore, s'insérant encore dans ma vie de toutes les petites manières qu'il peut gérer. Je montre le message à Matteo, qui fronce les sourcils. Comment a-t-il eu des photos du mariage? Réseaux sociaux probablement. Certains de tes cousins ont posté des photos. Tu veux répondre? J'y réfléchis un instant, puis supprime le message sans répondre. Non. Il ne mérite pas de réponse, gracieuse ou autre. La meilleure chose que je puisse faire est de continuer à l'ignorer complètement. Bien. Il fait partie de ton passé maintenant. Nous sommes ton avenir. Alors que nous retournons à la villa, main dans la main sous les étoiles toscanes, je réalise que le message de Victor ne me bouleverse pas comme ses contacts précédents. Cela ressemble plus à un bruit de fond. Agaçant, mais finalement sans pertinence pour la vie que je suis en train de vivre. Demain, nous rentrons aux États-Unis pour préparer l'arrivée de notre bébé. Dans 2 mois, je donnerai naissance à l'enfant que j'ai toujours voulu, dans une maison remplie d'amour et de soutien, et du genre de sécurité que je ne savais pas possible. Victor peut envoyer tous les messages qu'il veut, depuis n'importe quelle distance qu'il maintient. Il ne fait plus partie de mon histoire. Il est juste un conte d'avertissement sur ce qui se passe quand on confond le contrôle avec l'amour. Enceinte de 8 mois et rayonnant pratiquement du genre de bonheur qui vient du fait de vivre enfin la vie que l'on est censé avoir, je suis dans la chambre du bébé en train de mettre les dernières touches à la pièce quand mon téléphone sonne. C'est Patricia, et elle semble presque jubilante. Stella, vous devez entendre ça. Le règlement financier final est tombé ce matin, et c'est encore mieux que ce que nous espérions. Combien mieux? Victor doit vous payer 2,3 millions en dommages totaux et division des actifs. Le juge a été particulièrement sévère concernant sa violence émotionnelle et son comportement de harceleur. De plus, tous les frais juridiques sont payés par lui. Je m'effondre dans le fauteuil à bascule que Matteo et moi avons choisi la semaine dernière, essayant de digérer ce que cela signifie. Donc, c'est vraiment, vraiment fini? Officiellement fini. Complètement fini. Victor Morrison est légalement un étranger pour vous. Il n'a aucune prétention sur aucun de vos actifs et, sur la base de l'ordonnance de restriction, ne peut pas vous contacter sans faire face à des charges criminelles. Qu'en est-il d'éventuelles réclamations concernant le bébé? Aucune qualité pour agir. Il n'a aucune relation légale avec vous ou votre enfant. Vous êtes marié à Matteo. Le bébé naîtra dans votre famille actuelle, et Victor n'a aucun droit ni aucune prétention sur quoi que ce soit dans votre vie. Le soulagement est accablant. Pendant des mois, j'ai attendu que le couperet tombe, que Victor trouve une faille juridique qui lui permettrait de continuer à me tourmenter. Au lieu de cela, le système juridique a reconnu ce qu'il a fait et l'a tenu pour responsable. Après avoir raccroché, je reste assise dans la chambre du bébé pendant un long moment, absorbant l'ampleur de ce qui vient de se passer. Mon ancienne vie est officiellement terminée. La femme qui était mariée à Victor Morrison, qui endurait des années de violence émotionnelle et de manipulation, qui croyait qu'elle était sans valeur et défectueuse, cette femme n'existe plus au sens légal. À sa place se trouve quelqu'un que j'aime absolument. Une femme qui connaît sa propre valeur, qui a choisi le bon partenaire, qui est sur le point de devenir mère selon ses propres termes, et qui a assez d'argent pour s'assurer que son enfant n'ait jamais à dépendre de qui que ce soit d'autre pour sa sécurité. Matteo me trouve là 1 heure plus tard, des larmes coulant sur mon visage alors que je plie de minuscules vêtements de bébé. Larmes de joie ou larmes de tristesse, demande-t-il en s'agenouillant à côté du fauteuil. Larmes de joie, larmes de soulagement. Victor est légalement hors de nos vies pour toujours. Et il doit me payer plus de 2 millions de dollars pour le privilège de m'avoir si maltraité.
c'est une nouvelle incroyable. Qu'est-ce que tu vas faire de son argent? Tout mettre dans un fonds fiduciaire pour le bébé. L'argent de Victor, ironiquement, finira par soutenir la famille qu'il a aidé à créer sans jamais le savoir. Je touche mon ventre où notre bébé fait actuellement ce qui ressemble à de la danse interprétative. Il y a quelque chose de magnifiquement poétique là-dedans. La justice servie avec un accompagnement d'ironie. J'aime ça. 3 jours plus tard, le travail commence à 38 semaines. Un timing parfaitement sain qui fait sourire le docteur Martinez alors qu'elle me coache à travers les contractions. Vous vous débrouillez magnifiquement, Stella. Juste quelques poussées de plus. Matteo tient ma main, des larmes coulant sur son visage alors qu'il regarde notre fille entrer dans le monde. Parce qu'elle est notre fille, complètement et absolument. L'homme qui reste à vos côtés pendant la grossesse, qui pleure quand votre bébé prend sa première respiration, qui promet de vous aimer et de vous protéger toutes les deux pour toujours. C'est lui, le vrai père. Elle est parfaite, annonce le docteur Martinez en plaçant notre fille sur ma poitrine. Complètement parfaite. En regardant ce minuscule et bel être humain qui a grandi dans mon corps pendant que je reconstruisais toute ma vie, je ressens une plénitude que je ne savais pas possible. Elle a les cheveux foncés de Matteo et mes yeux verts, et son cri est fort, sain et indigné d'avoir été forcé de quitter son cocon chaud pour le monde lumineux. Bonjour, petite fille, je chuchote en caressant sa joue. Bienvenue dans ta belle vie. Matteo se penche pour nous embrasser toutes les deux. Bienvenue à la maison, ma chérie. Alors que les infirmières nettoient et pèsent notre fille, je pense au voyage qui nous a amenés ici. Il y a 1 an, je pensais que ma vie se terminait quand Victor m'a jeté dehors. Au lieu de cela, c'était le début de tout ce que j'étais censé avoir. Le certificat de naissance du bébé indique Matteo comme père, ce qui est exactement juste. La biologie ne fait pas une famille. L'amour le fait. Le choix le fait. Être présent chaque jour le fait. 6 mois plus tard, assise dans notre jardin pendant que notre fille fait la sieste au soleil et que Matteo lit à proximité, je réalise que je ne pense plus jamais à mon ancienne vie. C'est comme quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Une histoire que j'ai entendue une fois, à propos d'une femme qui ne connaissait pas sa propre valeur. Mon téléphone vibre avec une notification, une alerte info sur l'entreprise de Victor qui dépose le bilan. Apparemment, les frais juridiques et les paiements de règlement étaient trop lourds pour que son entreprise puisse les absorber. Je ressens un bref moment de quelque chose qui pourrait être de la sympathie. Puis je me souviens de tout ce qu'il m'a fait subir, et je retourne regarder ma fille dormir. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de surmonter l'adversité et de découvrir votre véritable force. Rappelez-vous, parfois la pire chose qui vous arrive est en fait la meilleure chose déguisée. Parfois, vous devez perdre tout ce que vous pensiez vouloir pour trouver tout ce dont vous aviez réellement besoin. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est plus fort qu'il ne le sait, qu'il vaut plus que ce qu'on lui a dit, et qu'il mérite un amour qui le construit au lieu de le démolir. Parce que tout le monde mérite une histoire d'amour qui se termine par le fait de devenir exactement qui il était censé être. Et parfois, juste parfois, la femme qui se fait jeter comme une ordure finit par vivre comme une reine. Pas à cause de l'argent, bien que cela ne fasse pas de mal, mais parce qu'elle a enfin appris la différence entre être voulu et être valorisé. Victor voulait me posséder. Matteo valorise qui je suis. Et cela, mesdames et messieurs, fait toute la différence au monde. Con nosotros de que de chill.
Vivir. Es que entré en rivalidades. Ayuda. Asómate, hijo de perra. Oye, madre, en un lugar. ¿Y qué pedo, Jimmy? ¿Cómo te fue en el Coppel? Hoy. Normal. ¿Ayer no Tranquilo. era lo importante? Ayer que se vaya a la verga, el puto día de mierda. ¿Pero que no No, tenías miento. algo ahí pendiente? Antier. Me quedé sin balas. ¡Oh! No, me bajaron. Me caí. No, luego te platico. En este No, no. así le va muy mal. ¡Ay, me aventé un trío! Me la pelo. Sí, no sé por No qué me manches, está ¿te va yendo mal el muy Fortnite? bien. Sí, what the fuck. Ah, A ver. Ahí hay un güey. Qué raro. Fuck, disparéceme la guía. bájale los FPS. Bájale los chunks. Es que se estaban descargando todos los shaders. Quiero que veas qué es eso. Pégate, pues.